bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de notre émission Parlons-en. Ce matin, je ne suis pas seule, je suis avec Bernard Grassorfé et bien évidemment notre révérend, le révérend Kroll. Ce matin, nous voulons discuter de l'importance de réaliser des examens médicaux avant le mariage. Bienvenue, révérend. Bonjour à tous. J'espère que tout le monde se porte bien. Yes. Oui, ça va par la grâce de Dieu, révérend. Ok, donc aujourd'hui, comme Maître nous disait, on va parler de l'importance de faire des examens avant le mariage. Vous savez, comme toute chose a été faite par elle, donc la parole de Dieu, la Bible déclare que dans le livre d'Amos 3.3, que deux personnes marchent-elles ensemble sans être convenues ou encore sans s'accorder. Okay? Et c'est un peu triste et dommage qu'aujourd'hui nous réalisons que pour la plupart, la majorité des personnes rentrent dans des relations sans pour autant faire des examens. Okay? Et surtout dans le milieu chrétien, parce qu'on se voit la face par des émotions, avec des émotions religieuses qui sont pas souvent, qui nous aveuglent. Okay? Et après, ça cause énormément de dégâts dans les relations, okay? Ou encore dans le mariage. D'où aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons traiter et voir un peu les raisons pour lesquelles il est très important en milieu, non seulement en milieu religieux, mais aussi dans d'autres milieux. Okay? Nous ne pouvons pas entrer dans une relation sans pour autant connaître. Quand la Bible dit deux personnes marchent-elles ensemble sans être convenues, like, je dois te connaître, tu dois me connaître, et nous devons nous accorder afin d'aller dans la même direction. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc ça, c'est quelque chose que nous devrions savoir. C'est comme je disais, il y a beaucoup qui ne savent pas que c'est important. Okay? Et découvrent les dégâts après. Mais vous voyez, le mariage, c'est quelque chose, le mariage, c'est une fois pour la vie. C'est un voyage aller, sans retour. Et on a constaté, et on constate, et malheureusement, qu'aujourd'hui, la majorité des divorces se produit plus, ou encore se passe plus en milieu chrétien. Okay. D'où nous devons, et vu aussi que la plupart des personnes qui se marient aujourd'hui, la plupart des personnes chrétiennes qui se marient aujourd'hui sont très jeunes. Okay. Et ce sont ces jeunes-là et que nous sommes là en fait pour élucider, leur donner en fait l'importance. Okay. Surtout si tu ne t'es pas encore marié, il faut savoir quel type d'examen il faut faire avant le mariage. Okay. Nous avons plusieurs types. Nous avons le VIH, nous avons l'électrophorèse, nous avons les tests d'épilepsie, nous avons le test d'hépatite, nous avons également le test de diabète qu'il faut faire afin de savoir comment traiter ton conjoint, okay, ou te dire est-ce que je dois m'engager ou je dois ne pas m'engager. Donc en introduction, c'est ce que je peux apporter. Wow, c'est vraiment intéressant, révérend. Et je crois que vous avez tout à fait raison, car le but ici est de prévenir sur certaines choses qui risquent d'arriver, faire attention à son partenaire, parce que tel que le révérend le disait, il se peut que la personne soit diabétique et la personne doit suivre un régime particulier. Et il faut faire attention. Et donc ça voudrait dire que si on n'est pas prêt à faire des restrictions ou à faire des compromis, il est mieux réellement de ne pas s'engager. Mais bon, savoir les tests, il faut aussi faire des tests on va dire ça, des tests qui nous permettent de savoir si nous sommes fertiles, si on peut enfanter ou pas. Oh, ok. Au niveau de la fertilité, je ne trouve pas nécessaire. Pourquoi? Je ne trouve pas, c'est important, ok. Mais vous voyez, ici aussi, il faut, le mariage, on ne se marie pas pour faire des enfants. On se marie parce qu'on aime la personne avec laquelle
on s'est accordé. Ok. Si les enfants, c'est Dieu qui donne les enfants. Est-ce que vous comprenez? Moi, j'ai vu des gens, par exemple, qui ont eu à faire des enfants avant le mariage. Ok. Et dans le mariage, les personnes n'en font plus. Vous comprenez? Donc, pour ce test de fertilité, il n'est pas réellement nécessaire. La nécessité ici, c'est du conjoint avec lequel nous nous mettons pour avancer. Ok. Voilà. En fait, si j'ai posé des questions sur le test de fertilité, à la fin de savoir si la personne peut enfanter ou pas, c'est parce qu'on remarque que lorsqu'il y a ce problème-là d'infertilité dans le mariage, c'est souvent la femme qui est voilà, c'est sur la femme qu'on pointe du doigt et c'est la femme qu'on accuse. Maintenant, si nous sommes partis sans avoir fait ces tests-là, est-ce que ça aussi ne peut pas être l'occasion? Mais le problème ici, vous voyez, on est dans un cadre religieux, sinon chrétien, ok, qui nous empêche d'avoir des rapports sexuels avant le mariage. Comment saurait-il ou sauras-tu que tu n'es pas fertile? Si, par exemple, une personne, je vais prendre un exemple, une fille qui est vierge, elle n'a jamais connu d'homme, comment saura-t-elle si elle est fertile ou pas? Est-ce que vous comprenez un peu? Et même les tests, tu peux faire des tests qui prouvent en fait que tu n'as rien, tout est normal avec toi, mais ce n'est pas tous les tests de fertilité que les gens font qui montrent quelque chose. Il y a des tests, il y a des couples qui, étant mariés, n'ont pas d'enfants, mais ils ne souffrent d'aucune, leur santé ne souffre d'aucune contestation. Ils ont fait des tests appropriés, approfondis en ce qui concerne la fertilité, mais on n'a rien trouvé. Est-ce que vous voyez un peu? On n'a rien trouvé. Donc, ici, par exemple, il serait difficile d'en faire avant. On parle des tests avant le mariage, parce qu'il y a des tests qu'il faut faire aussi dans le mariage. Ce test dont on parle, c'est un test qu'on fait dans le mariage et non hors mariage. Et merci d'apporter la précision, révérend, en disant, par exemple, qu'on ne se marie pas pour les enfants. Parce que ce qui se passe, c'est que la société nous met une certaine pression. Et à peine mariés, les gens vont commencer à te poser la question, vous faites l'enfant quand? Ça fait 1 an que vous êtes mariés. Alors que si les deux conjoints savent qu'ils ne se marient pas pour les enfants, ça fait en sorte qu'ils ne soient pas malheureux. Merci, révérend. J'espère que ceux qui nous écoutent aussi apprennent de ça. En fait, j'ai aimé que le révérend parle de ça et qu'on s'appuie sur ça parce que c'est vraiment un problème qui mine plusieurs couples. Et le fait, souvent, on peut se dire, nous, entre nous, que, ok, on peut se marier, peut-être pas faire une autre, mais la pression familiale, par exemple, quand derrière, c'est la famille qui dit, par exemple, c'est vrai, vous êtes chrétien, il ne fallait pas l'épouser avant de faire les enfants. Faites d'abord l'enfant, parce qu'on sait que c'est ça ici, faites d'abord l'enfant, et après on découvre là-bas que bon, ça tarde un peu. Généralement, mon conseil que je donne à ces personnes, lorsqu'elles viennent me voir, c'est ne te marie pas pour le plaisir des yeux de tes parents ou de tes amis. C'est l'une des plus grandes erreurs que nous commettons. Parce que vous comprenez, on se marie parce qu'on veut se faire plaisir, on veut être amis. Le plaisir premier est le nôtre. Parce que ce qui se passe dans le mariage, c'est moi qui le subis et pas les autres. Ok. Yeah. Donc le conseil que je veux donner à nos sœurs, je ne veux pas dire qu'ici on va bannir les parents, on va bannir leur, je ne vais pas parler de propositions ou d'idées, ok, mais de prendre en compte, premièrement, nous-mêmes, parce que c'est nous qui vivons le mariage, et non nos parents, non nos amis. J'aimerais savoir, pour certaines personnes qui refusent de faire des tests, voilà, ils sont en relation et ils cherchent à aller au mariage, à aboutir au mariage, mais ils n'ont pas envie de faire des tests. Est-ce que c'est parce qu'ils ont peur de découvrir la vérité sur leur vie? Est-ce que c'est parce qu'ils ont honte? Est-ce que c'est parce qu'ils n'aiment pas leur conjoint? Non, mais vous savez, comme le verset le disait très bien, que si deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans être convenues. Yeah. Like, si tu m'aimes, tu feras ce qui est juste et ce qui est droit. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? C'est que si tu m'aimes, tu devras faire les tests.
Ok? Oui, si tu m'aimes. Et pas parce qu'elle ne s'aime pas elle-même. Je ne crois pas. Et deux fois, si quelqu'un refuse de faire les tests, c'est que la personne cache une maladie. Se reproche. Ok? Ou se reproche de quelque chose. Et c'est ce qu'elle a. Ok? Et c'est une mauvaise personne. Moi, je conseillerais à ces personnes-là, si tu ne veux pas faire les tests, la vérité, c'est que je devrais m'abstenir en ce qui te concerne. Parce que même si tu faisais les tests, si je te proposais de faire les tests 1, 2, 3 fois, et que sur les trois fois, à 2 reprises, tu m'as fait tourner, et tu ne voulais pas, ou tu étais sûr, tu t'es posé, tu t'es calé sur une position, je préfère m'abstenir sur mon choix en ce qui te concerne. Parce que je sais forcément que tu caches. Et même si tu faisais des examens, il se peut que ces examens soient, tu as corrompu le test, ok, par le docteur, ou tu as corrompu les résultats par le docteur, ou je ne sais pas moi. Et tu as venu me montrer des fake, des faux résultats. Alors, révérend, dans ce cas, comment se rassurer que les résultats que la personne nous présente qu'ils sont corrects et qu'ils n'ont pas été falsifiés? Très bien, et très bonne question encore, merci. Ce que beaucoup devraient faire, c'est, vous voyez, allez, je vais prendre plus le cas de l'Église. Ok? Nous, on a tendance, les pasteurs ont tendance à négliger cet aspect-là. Ok? 2 jeunes arrivent et décident de se marier. Vous les prenez, vous les amenez tout à travers le processus. Ce que vous devriez faire, c'est les deux. Ok? Parce qu'ils se sont connus à l'église. Oui. Donc, vous êtes impliqués. Parce que vous êtes le responsable de l'église. Vous êtes impliqués. Et votre implication va jusqu'au bout afin que vous vous rassuriez qu'ils ont fait ce qui est juste jusqu'à la fin. Ok? Et que vous ne vous culpabilisez en rien. Vous les prenez les deux. Vous trouvez un médecin que vous-même vous connaissez. Oui. Vous les amenez chez ce médecin-là. Ok? Et ce médecin fait les tests pour les deux. Afin que vous ayez vous-même aussi, ok, un résultat net. Parce que vous allez voir que 2 personnes qui vous montrent qu'elles sont AA. Derrière ce AA, après 2 ans de mariage, il y a un enfant qui suit et qui est drépano. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a menti. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que vous comprenez un peu? Et l'autre côté aussi, lorsqu'ils ne sont pas compatibles, dites-leur la vérité et laissez-leur le choix de faire ce qu'ils veulent faire. Mais dites-leur que ce choix-là, vous n'êtes pas partant. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Alors, révérend, dans le cas où la personne falsifie les résultats et qu'elle dit à son conjoint que elle ment à son conjoint et elle soutient l'idée selon laquelle je t'aime, c'est pour ça que j'ai menti, quand on écoute toute la vérité. Donc, si j'ai menti, c'est parce que je t'aime. Est-ce que c'est réellement l'amour ou la personne? C'est la sorcellerie, c'est pas de l'amour. Et de l'égoïsme. Ok, c'est pas. Parce que vous voyez, l'amour est vrai. L'amour n'a pas de mensonge. Certaines personnes ont peur de dire la vérité et de peur de perdre la personne, en fait, de perdre le conjoint. Certaines personnes aussi disent la vérité au lieu de perdre le conjoint. Et pour faire perdre le conjoint, néanmoins on dit la vérité. Parce que toute la culpabilité que tu vas endosser sur ton dos, toute la responsabilité des catastrophes que tu vas causer dans le mariage, ne seront pas égales au mensonge ou au soi-disant amour dont tu es en train de mentionner. Lorsque vous êtes malade et que vous mentez à votre conjoint, vous voyez, je veux dire ça comme ça, vous êtes égal à une sorcière qui va mettre au monde. Vous comprenez un peu. Et vous n'aimez pas votre enfant. Parce que vous savez que vous êtes malade et que vous allez mettre au monde une personne qui viendra au monde avec une anomalie sévère. Vraiment sévère. Est-ce que vous comprenez un peu? Et de voir cette personne-là souffrir, c'est de la méchanceté. Ok? Yes. C'est vraiment de la pure méchanceté. Donc ce truc-là,
C'est quelque chose qu'on doit comprendre. Vous suivez? Yes. J'aimerais également savoir jusqu'à quel niveau un conjoint a le droit de connaître le niveau médical, la santé de son conjoint. Jusqu'à quel niveau? Quel niveau, Quel niveau, quelle étape de la relation? De la Non, relation. en fait, ma question c'est le conjoint Oui. a le droit de connaître la santé de l'autre à quel niveau en fait? Non, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Tous les niveaux. Tout ce qui est, est-ce que la personne par exemple, elle est épileptique? Ok. Est-ce que la personne par exemple est diabétique? Est-ce que la personne, est-ce que la personne est tensionnaire? Est-ce que la personne fait des crises de tension souvent? Est-ce que tu vois un peu? Oui, en fait, je demande parce que on n'est pas encore mariés, on est bien aimés, on est fiancés et il peut arriver quelque chose qui fera en sorte qu'on ne se marie pas, peut-être. Et donc, peut-être que je souffre d'une maladie intime et moi je me dis que je dois juste dire ça à l'homme qui m'épousera. Est-ce que quand on est bien aimé, quand on est fiancé? Oui, je crois qu'il faut le lui dire. Lorsque vous êtes sur le point d'entrer dans le mariage, il faut le lui dire. Parce que vous voyez, il ne faudrait pas qu'il ait des surprises. Il faut le lui dire. Vous savez, si une personne réellement vous aime, elle vous acceptera tel que vous êtes. Ok? Et vous dira la vérité. Dites, ne cachez en rien. Vous savez, j'avais un secret que je cachais. Ok? Pas que je cachais, mais je n'avais jamais dit à quelqu'un. Ok? Jusqu'au jour où je m'apprêtais à entrer dans le mariage. Et là, je me devais de dire ça à ma femme. Et je lui ai dit. Et c'est quelque chose que je pensais qu'il allait me coûter. Mais lorsque je lui ai dit, elle m'a dit, ok, ça on peut aller à eux. Est-ce que vous comprenez un peu? Le plus important, vous savez, les dégâts dans le mariage qui sont issus des mensonges précédents ou encore des mensonges avant le mariage, c'est le fait que vous invitez Satan dans votre couple. Est-ce que vous comprenez un peu? Si quelque chose s'est passé, tu t'es déjà marié, ça va. Mais si avant le mariage, tu savais que tu souffrais, tu étais comme ça, et que tu es rentré dans le mariage, la Bible déclare que Satan, c'est ton beau-père, parce qu'il est le père des menteurs. Et la vérité, c'est que tu invites ton beau-père pour venir chez toi, il n'a pas besoin de te demander, il vient, il cogne à la porte, il est venu voir sa fille, il est venu voir son fils, sa belle famille, ses beaux petits-enfants. Non, mais c'est vrai. Est-ce que vous comprenez un peu? Yeah. Donc, je nous invite tous d'être vrais avant le mariage, de vous exposer les uns les autres, afin, oui, quand vous exposez à la lumière, amen, on essaie de voir les tâches que vous avez, on essaie de comprendre, et ça devient fluide pour les deux. Wow. Amen, pour avoir un très bon mariage, pour avoir un bon mariage déjà, pour emboîter le bon pas du mariage. Merci, Reverend. J'ai une question qui me vient à l'esprit. Récemment, je discutais avec une sœur et je lui ai demandé, oh, comment va ton fiancé? Parce qu'ils avaient fait les fiançailles. Elle m'a dit, non, ce n'est plus mon fiancé. Moi, je lui demande pourquoi. Elle m'a dit, on n'est pas compatible. À l'électrophorèse et tout résultat. Donc, ça veut dire, en fait, ma question c'est, à quel moment donc devrons-nous faire les tests? Parce qu'eux, ils étaient fiancés, mais je pense qu'ils ont eu des résultats qu'après les fiançailles. Ça, c'est encore l'une des erreurs que nous commettons. Ok? Tu ne peux pas aller faire des présentations. Tu ne peux pas aller te fiancer sans pour autant avoir le statut de l'électrophorèse de ton conjoint et toi-même ton statut également. Ok? Parce que lorsqu'on parle de présentation et de fiançailles, c'est l'engagement de 2 familles, sinon de 4 familles. Ok? Parce que tu as la famille de ton père, tu as la famille de ta mère, également tu as les 2 mêmes familles de l'autre côté. Donc tu engages ces personnes. Et c'est des grandes responsabilités que tu prends derrière. Est-ce que tu comprends un peu? On fait ces examens lorsque
nous décidons d'être ensemble, lorsque nous planifions d'être ensemble, ok, avant même de réunir les parents ou avant même de penser à ce que, ok, le futur sera comme ci, comme ça, il est préférable de faire déjà des examens d'électrophorèse pour voir si vous serez compatible ou pas. Si vous l'êtes, tant mieux, vous vous engagez. Si vous ne l'êtes pas, parce que vous voyez, lorsque vous allez jusqu'aux fiançailles, c'est que vous avez mis beaucoup d'émotions et beaucoup de sentiments. Et vous vous êtes engagé à un point où il serait, je veux dire souvent, difficile pour certains de break up, de briser la relation. Est-ce que vous comprenez un peu? Et c'est effectivement avec la science qui évolue, la technologie, tout est mis à disposition pour que chacun puisse déjà connaître son état de santé, pas seulement parce qu'il veut entrer dans le mariage. Normalement, ça devrait être comme un réflexe. C'est-à-dire que chaque 6 mois, chaque 3 mois, je me fais un bilan, connaître même le groupe sanguin. Il y a des adultes aujourd'hui qui ne connaissent même pas leur groupe sanguin. Oh yeah, yeah. Il est préférable, vous voyez, ayez en tête votre électrophorèse. Ok. Ok. Ça, déjà vous-même, quand vous êtes AA, c'est déjà rassurant. Oui. Si vous êtes AA, vous voyez une personne AS, vous savez que vous êtes compatible. Yes. Il y a le match. Il y a le game peut se jouer. Yeah. Est-ce que vous comprenez un peu? Yeah. Déjà, le fait d'être AA, déjà vous rassure vous-même. Donc, si la personne, si elle est SS, vous-même vous saurez que la personne est SS. Parce que quand une personne est SS, ça se fait voir. Visiblement, ça se fait voir. Ok? C'est une personne qui fait la maladie. Ok? Vous pouvez avoir mais si vous avez une personne qui est AS, automatiquement, vous savez que celle-là, vous êtes également compatible. Mais si la personne est AS et que vous aussi vous êtes AS, là, il y a un sérieux danger. Ok? C'est surtout lorsque vous êtes AS que vous devez faire attention à votre conjoint. Ok? Vous devez vraiment vous rassurer parce que vous-même vous connaissez déjà votre position. Donc, vous rassurez de la position de votre conjoint si réellement il est AA. Parce que s'il traîne un S avec lui, je vous assure, hein, amen, c'est là où ça va être fatidique dans le mariage. Et merci vraiment de déjà même avoir donné le moment auquel on doit faire ces tests-là. Parce que la vérité, c'est que quand on s'est trop engagé, on ne peut plus reculer à cause de là. Et finalement, on va s'engager dans quelque chose où après, il y aura tellement de remords. De toute façon, je ne voulais même pas me marier. Après, les phrases comme ça sortent, non, de toute façon, je ne voulais même pas me marier parce qu'il y avait déjà les parents. Vous voyez, lorsque vous avez un enfant, de départ, dépositaire, vous voyez, financièrement, vous seriez asphyxié. Ok? Physiquement, vous seriez asphyxié. Émotionnellement, vous seriez asphyxié. Sentimentalement, vous seriez asphyxié. Et pourquoi? Parce que vous n'allez plus porter vos désirs vers votre conjoint, mais vers celui qui est malade. Et ça va apporter des problèmes entre votre conjoint et vous. Est-ce que vous comprenez un peu? Financièrement, vous allez passer votre temps peut-être à l'hôpital. Quand on vous dit que c'est une maladie aujourd'hui, je ne sais pas, c'est vrai qu'on a une... Il y a de la technologie qui est avancée, mais je vous assure que c'est compliqué. Parce que jusqu'à ce que je sache, pour moi, je ne sais pas s'il y a une solution à ce type de problème. S'ils guérissent aujourd'hui, je ne sais pas. J'en ai vu des personnes qui sont SS, ok, mais qui miraculeusement, mais vous voyez ici, on ne parle pas d'abord du miracle, on parle de la logique, de la science. Est-ce que vous comprenez un peu? Nous, en fait, les chrétiens, on est trop dans le miracle. Oui, Dieu va faire. Oui, ça va être bon. Mais qu'en est-il lorsque ce n'est pas bon? Et c'est là où votre phrase de tout à l'heure, vous disiez que les chrétiens d'aujourd'hui sont trop dans les émotions. On est incapable de prendre des décisions qu'il faut quand il faut. Et il y a peut-être le paraître ou l'envie de plaire à tout le monde, alors que c'est une décision qui nous concerne, nous, personnellement. Et c'est à nous de prendre des décisions au moment où il le faut. Yeah. C'est un peu dommage, c'est un peu triste, mais c'est vraiment la réalité chez nous les chrétiens. Et j'invite vraiment tous les chrétiens, peu importe de quelle dénomination tu es,
même si dans ton église, on ne demande pas à faire des examens, mais je t'invite à faire des examens d'abord toi-même. Et rassure-toi également de la sérologie ou encore de l'état de santé de ton conjoint, de la personne avec laquelle tu as décidé de faire chemin pour la vie. La fin de la drépanocytose, il y a des enfants qui décèdent et perdent un enfant dans un couple. J'ai vu un couple être brisé par ça. Après la perte de leur enfant. Et je pense qu'après ça, on a même une peur. Comment on fait pour refaire des enfants, sachant qu'on peut faire un enfant drépanocytaire? Voilà quoi. Donc, c'est compliqué. Je vous dis, c'est vraiment compliqué. Et évitons ça. Évitons ça, vraiment. Évitons ça. Évitons ça. C'est l'erreur que commettent la plupart des jeunes. Ok? C'est l'erreur que commettent la plupart des jeunes. Donc ça, ces examens-là sont très importants. Surtout l'examen de l'électrophorèse. Ok? L'examen sérologique, l'examen du VIH aussi est très important. C'est un examen aussi qui est très important. Yeah. L'examen de l'hépatite, c'est très important. L'épilepsie, c'est important. Le diabète, c'est important. La tension, c'est des examens qui sont tellement importants, ok, que vous ne devriez pas négliger. Yeah. Une personne, par exemple, qui fait une tension au niveau 2, qui est tensionnaire au niveau 2, ou qui fait un diabète 2 au niveau 2, c'est une personne qu'il faut faire très attention. Très attention. Est-ce que vous comprenez un peu? Lorsque vous décidez de vous marier, vous allez vous marier, mais écoute, il faudrait que tu saches que tu ne vas plus préparer avec le sel, tu ne vas plus faire préparer comme ça, la nourriture doit être ceci, la nourriture doit être cela. Oui, parce que si tu ne fais pas attention, tu risques de contribuer à sa perte. Voilà quoi. Ça c'est si tu es, ça c'est surtout si tu es une femme et que tu maries un homme qui a peut-être la tension et tout le reste. Ok, mais si tu es une femme, tu sais comment contrôler ton alimentation et tout le reste. Est-ce que vous comprenez un peu? Et nous, on nous demande, la Bible également nous demande de nous marier très jeunes. Ok? Très jeune, pourquoi? Parce qu'il y a des maladies, en fait, qui ne sont pas... étant jeune, la probabilité de les avoir est amoindrie, quoi, est très faible. Donc, d'où il est important de nous marier très jeune. Ok, de nous marier jeune. Être mature, jeune et se marier jeune. Ok. Alors, révérend, j'ai une question. Il y a une femme, elle est atteinte de la drépanocytose. Clairement, elle fait vraiment la maladie. Elle a un conjoint qui est sain, il est AA. Et ils font des enfants en bonne santé, c'est-à-dire qui sont AS. Mais toutefois, quel conseil pouvez-vous donner à ce couple-là dans la mesure où à chaque fois que la personne enfante, ils ont 2 enfants, à chaque fois elle se retrouve dans un état critique. Elle va même en réanimation à chaque fois qu'elle accouche, c'est ça. Je pense que lorsque vous êtes drépano, vous avez un problème sanguin. Ok? Et il y a des complications, des sérieuses complications à l'accouchement. Est-ce que vous comprenez? Oui, parce qu'à l'accouchement, vous perdez beaucoup de sang. Oui. Ok? Donc ces personnes-là, elles n'ont pas un accouchement facile. Elles vont perdre du sang. C'est très dangereux lorsque même les enfants passent césarienne. Très dangereux. Parce que vous voyez une personne anémiée, par exemple, tout ce qui concerne le sang, toute opération est très dangereuse pour toute personne anémiée. Est-ce que vous comprenez un peu? Je pense que tu peux peut-être aussi bien nous expliquer ce phénomène-là, vous qui êtes... vous pouvez bien nous expliquer ce phénomène-là, pourquoi il est difficile d'avoir, comment on l'appelle? Il est difficile pour les personnes, par exemple, pour une femme qui est drépano, de faire des enfants. Scientifiquement, je crois que ça peut, vous pouvez apporter un peu des éléments de réponse. Les drépanocytaires, en fait, eux, ils font des anémies sévères. Oui. Ils font des anémies sévères, c'est déjà une maladie chronique parce qu'elle est due déjà à une déformation des globules rouges. Ils sont censés être circulaires, mais dans leur cas, c'est carrément, ils ont la forme des croissants de lune. Ce qui fait que les vaisseaux sont souvent obstrués, d'où la douleur. Alors, pour ces personnes-là, déjà qu'elles ont une anémie très sévère,
Si elles enfantent, il y a déjà cette perte de sang. Elles ont d'abord un manque de sang. Et si elles enfantent, elles perdent encore du sang. Même si on transfuse, ce n'est pas suffisant. Ça nécessite un autre genre d'assistance. Ok. C'est coûteux et c'est dangereux en même temps pour ces personnes-là. Et révérend, d'où la question qui suit, ce ne serait peut-être pas mieux pour ces personnes-là d'éviter. Oui. La vérité, c'est que si vous avez un conjoint, vous décidez de vous marier, par exemple, s'il arrivait que vous, au nom de l'amour, ok, vous décidez de vous marier, je vous conseillerais de ne pas faire d'enfant. Yeah. Donc, si toi, tu décides de te marier à une personne qui est drépano, aie dans ta tête la pensée de ne pas faire d'enfant. Ne va pas commencer à dire que non, je crois au Seigneur, que tout va bien se passer. Ne crois pas au Seigneur en ce qui concerne ça. Tu comprends? Oui. Parce que si tu fais un enfant, ce serait méchant de ta part. Parce que cet enfant viendra au monde pour souffrir toute sa vie. Et que la mère peut même mourir. Et que la maman même peut même mourir. Ok. Yeah. Tout récemment, j'ai assisté à une sensibilisation sur la drépanocytose. Et ce qui est sorti de là, c'est que lorsque la femme arrive à la 3e grossesse, quand ça s'apprête à enfanter, il y a un problème qui se pose au niveau des os. Parce que celui qui est drépanocytaire, il souffre des os. Oui. Et donc à la 3e grossesse, c'est c'est vraiment risqué pour la femme. À la 1re grossesse, c'est risqué, mais ça peut. À la 2e, ça devient compliqué, mais à la 3e, on peut perdre la femme comme ça. Parce qu'au niveau des os, il faut vraiment, après l'accouchement. Parce que ça, déjà là, je crois que donc, d'après tes explications, c'est qu'à la 2e grossesse, en fait, les os se fragilisent encore plus. Oui. Parce que la vérité, c'est que quand on porte un bébé, il y a un poids. Ah, wow, that's good. Ça, c'est, vous voyez un peu. Donc, ça là, par exemple, c'est vraiment un bon élément de réponse aussi. Et il faut vraiment que les gens sachent que être drépano n'est pas une fatalité en soi, mais avoir des mesures préventives par rapport à certaines, je sais pas moi, à certaines choses, c'est très important. Ok? Yeah. Comme Révérend pouvait le dire, il y a des mesures ou des instructions, des recommandations qu'il faut vraiment suivre. Mais j'ai observé certaines personnes drépanocytaires qui, au lieu de s'hydrater, c'est-à-dire boire beaucoup d'eau, elles ne le font pas. Au lieu d'être bien couvertes, elles ne le font pas. S'exposer à la fraîcheur, par exemple, c'est très mauvais pour ces personnes-là. Et quand bien même la personne le sait, elle s'expose. Révérend, dans ce cas, est-ce que ce n'est pas de l'égoïsme? Parce que les parents, après, ils en souffrent. Elle va refaire des crises, les gens vont dépenser, mais c'est elle qui aime se balader en mini, en débardeur. Vous savez, généralement, ces personnes-là veulent vivre comme tout le monde. Ok, elles veulent vivre comme tout le monde. Et des fois, c'est psychologique. Ok, des fois, elles en ont marre d'être restreintes, de la restriction. Okay. Pour éviter même d'en arriver là, s'il vous plaît, faisons le test. Faisons le test et de l'électrophorèse, s'il vous plaît. Ok? Chaque chrétien qui m'écoute, chaque personne qui m'écoute, il est important de faire ce test, le test de l'électrophorèse, avant de vous engager dans le mariage, avant même de faire les fiançailles, avant même toute présentation quelconque. Ok? Avant même de dire à la personne que celui-là, c'est celui même que je risque de venir vous a. Ne dis, mais avant ça, rassure-toi que la personne est bien. Alléluia. Pour revenir aux examens, révérend, il y a un cas qui a, c'est-à-dire qu'il aimait la fille, mais sauf que la fille avait un groupe sanguin très rare. Like, au moins? Non, c'était carrément, on les appelle
s'endort ou s'endorer, quelque chose du style. Vraiment très, très rare. Le au moins est rare, mais celui-là, il est encore plus rare que le au moins. Alors, il a décidé comme ça de rompre la relation. Pourtant, elle n'était pas AS. Les deux étaient AA. Il s'est dit qu'en cas d'accident, ce sera difficile de trouver un donneur. Vous voyez quelqu'un comme ça, par exemple, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Est-ce que vous comprenez? Il s'est dit, en cas d'accident, en cas de maladie, je fais comment? Parce que si elle tombe malade, si elle fait un accident où on doit lui perfuser du sang, on doit lui donner du sang, qui trouverai-je pour lui donner du sang? Donc, je ne veux pas être genre responsable de ça. Et il décide simplement de rompre la relation. Écoutez, rentrons, s'il y a un endroit dans lequel nous devons rentrer étant lucides, très lucides, plus lucides même que je ne sais quoi, c'est le mariage. Soyons lucides, arrêtons de nous mentir, arrêtons de mettre les émotions, de mettre les organes, comme on dit au quartier. Arrêtons de mettre les organes dans les relations. Ça n'aide pas, je vous le dis. Yeah. Une personne comme ça, par exemple, la personne est AA, mais la personne est un groupe sanguin très rare. Lui, dans sa tête, là, s'il y a un problème, je te trouve la solution là comme. Parce que je n'ai pas la solution. Je préfère continuer mon chemin. Like, vous comprenez un peu. Like, on ne peut pas s'accorder. Il faudrait qu'on s'accorde. Mais là-dessus, là, je ne peux pas aller. Simple. Ok? Et toi aussi, ne vois pas la personne bizarre. Non, c'est dur. Quand on aime la personne, on va forcément voir la personne bizarre. Ça, c'est une décharge. Okay. Non, mais vous voyez, l'amour est lucide. La Bible dit, comme j'ai pour habitude, la Bible dit que nous devons marcher dans l'amour. Nous ne devons pas tomber amoureux. Ok, l'amour doit faire en sorte de te faire... Le réel amour doit faire en sorte que tu voies le danger devant. Yeah. Mais si tu tombes amoureux, comment tu vas voir le danger devant? Tu ne pourras pas voir le danger devant. On sera aveuglé. Est-ce que tu vois moi une personne tombée ne peut pas voir le danger devant. Mais une personne qui est assise, une personne qui est debout, peut voir le danger arriver. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, écoutez, I mean, this thing je pense que cette chose-là, c'est la folie, c'est pas de l'amour. Ok, c'est de la folie, c'est pas de l'amour. Tout ce que tu ressens n'est pas forcément amour. Ok. Et révérend, qu'en est-il de ces personnes? Parce que vous disiez, par rapport au verset d'Amos 3.3, que deux personnes ne peuvent marcher ensemble à moins qu'elles se soient accordées. Alors, qu'en est-il de ces personnes qui se sont accordées, qui sont rentrées dans le mariage, mais le mari est diabétique? Et dans le mariage maintenant, la femme, peut-être parce qu'ils ont des problèmes, elle ne veut plus respecter le régime alimentaire de son conjoint. C'est une sorcière. C'est une sorcière. Simplement, c'est une sorcière. La vérité, simplement, c'est une sorcière. C'est qu'elle a fait ça peut-être parce qu'elle voyait que le mari avait des biens, il y avait des... Voilà quoi. Donc elle a décidé de se marier. Elle a promis au mari que, ok, quand on va se marier, je vais toujours être ça, je serai ça, je vais prendre soin de ta santé et tout le reste. Je vais prendre soin de ta nutrition et tout le reste. Et après, derrière ça, voilà quoi. Elle veut rapidement envoyer le... Mais il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre solution. Si ce n'est pas la sorcellerie, je ne sais pas comment il faut répondre à cette question. Ça, c'est juste être sorcier. Tu vois. Et révérend, si par exemple quelqu'un, il est épileptique, voilà. Si la personne est épileptique, parce que j'en connais un, il est épileptique et il a 5 enfants. Mais moi, j'ai vu le gars faire la crise une seule fois, révérend. Moi, j'étais traumatisée. Est-ce qu'il se peut que s'il se marie et que la personne, dont la femme par exemple, a peur ou je ne sais pas, est-ce que si elle se rétracte, c'est un problème? Se rétracter comment? Étant dans le mariage ou avant le mariage? Non, pas avant. Parce que tu es déjà marié. Oui, peut-être qu'avant, ils ne vivaient pas ensemble, donc elle ne connaît pas la portée des crises. Est-ce que lors de ces tests, voilà les tests, parce que tout test montre si la personne est épileptique ou pas. Voilà pourquoi je parlais au préalable lorsque nous commencions l'émission. J'étais en train de dire que faire des tests d'épilepsie, c'est très 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 important. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que toi, tu ne l'as pas vu faire la crise. Les crises d'épileptique peuvent être une fois dans l'année, une fois tous les 5 ans, une fois. Et là, comme ça, subitement, la personne te fait... Toi-même, et si la personne fait la crise, toi-même, tu peux faire une autre crise.
Parce que la personne est en train de faire la crise. Parce que toi-même, non, c'est sérieux. Tu es paniqué. Oui, Et tu, effectivement, dans la j'étais panique, paniquée. dans la panique, tu rentres aussi dans une crise. La chose là, ça arrive, par exemple, vous êtes ensemble dans votre chambre. Et tu sors de la douche, tu vois la personne en train de suffoquer ou de je ne sais. Premièrement, pour toi, c'est d'abord choquant parce que tu n'es pas au courant que la personne est épileptique. Tu te dis que c'est autre chose que l'épilepsie. Tu vois, moi, que la personne est en train de partir. Nous, on a vu, moi, je connais, j'ai une soeur qui arrive à l'église et jamais n'avait fait une crise d'épilepsie. Je pensais qu'elle était normale. Mais je vous assure qu'un jour, elle a fait une crise. À partir de là, j'ai su qu'elle était épileptique. Et lorsque un jour encore, elle est encore tombée malade, elle a eu le palu, elle a encore eu de l'épilepsie. Ok. Et là, la deuxième fois, par exemple, parce que j'étais au courant, déjà, à la première fois, je savais qu'elle est épileptique. Donc là, la deuxième fois, je savais comment la prendre, comment la calmer et tout le reste. Mais la première fois, lorsque tu ne sais pas, c'est compliqué. Et je ne parle pas des... Vous voyez, il y a des crises qui ressemblent aux crises épileptiques, par exemple. Lorsque une personne a le palu, un palu élevé, la personne convulse. Donc, généralement, les réactions sont similaires. Les convulsions et tout le reste, les réactions sont similaires. Vous voyez un peu. Ok. Révérend, j'aimerais savoir, est-ce que les blessures physiques et les traumatismes ne devraient-ils pas être aussi pris ou encore être examinés avec autant de sérieux que les maladies physiques? Très, 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 très belle question. Très, très, très belle question. Si elle devrait être prise au sérieux, mais tu vois, c'est les choses dont on en guérit. Ok? Tu peux guérir d'une blessure émotionnelle. Tu peux guérir d'une blessure physique. Ok? Mais, par exemple, la drépanocytose, pour en guérir, c'est compliqué. Ok? Je peux par exemple dire que, ok, je vais te marier, mais tu vas suivre par exemple une cure chez un psychologue. Ok? Je sais qu'au terme de cette cure-là, avec la grâce de Dieu, l'aide du Saint-Esprit et nos prières, je crois que le Seigneur te fera sortir de cette position. Est-ce que tu comprends? C'est quelque chose à prendre en compte. Ok? Mais si tu peux guérir de ça, c'est pas à cause de ça que tu n'es pas mariable. En fait, réellement, je demande parce qu'on n'en parle pas vraiment. Lorsque on est sur le point de se marier, on se focalise juste sur le physique. Est-ce que la personne est en bonne santé physique et tout ce qui va avec? La santé mentale également. Et vous savez même que la personne mentalement n'est pas assise lorsque vous... Parce que vous ne rentrez pas du jour au lendemain dans la relation. Vous savez que celle-là, par exemple, elle a un blocus, elle a un blocage. Il y a des blocages où celui-là, il est bloqué à tel niveau. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous savez que, par exemple, la personne n'a pas reçu une bonne éducation, donc la personne ne comprend pas, ou la personne souffre, par exemple, d'un complexe. Est-ce que vous le savez? Vous savez? Non. Écoutez, ça vous savez clairement, parce que c'est une personne avec laquelle vous communiquez quasiment. Mais révérend, il y a des personnes, par exemple, qui ont été peut-être blessées ou traumatisées, qui ont été maltraitées quand ils étaient enfants et ils n'en parlent pas. C'est peut-être maintenant dans le mariage que tu découvres que, si tu vas découvrir ça dans le mariage, c'est que la personne a usé de tromperie. Oui. Parce que tout se dit avant le mariage. Tout est supposé censé se dire avant le mariage. Et si tu vas maintenant dire ça là-bas dans le mariage, pourquoi tu n'as pas dit ça avant le mariage? Si tu avais dit ça avant le mariage, il n'est pas ou elle ne veut pas t'épouser. Pourquoi tu vas dire ça? Que c'est la sorcellerie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sorciers et de sorcières qui se marient. Parce que pour rien, la personne va s'emporter au cours d'une dispute, les voix se sont élevées et lui, tout de suite, il a déjà, je veux dire qu'il a déjà parachuté dans un autre monde parce que ça lui rappelle des traumatismes d'enfance. Dis-moi que tu as été violé avant le mariage. Je saurais que tu te comportes comme ça là à cause de ça. Et je peux voir déjà, je peux me projeter que dans le mariage là, voilà les problèmes qu'on va avoir. On va avoir ce type de problème à cause de ça. Donc mieux, on s'arrête là.
Que tu viennes me dire ça, maintenant on est déjà dans le mariage. Bon, quand tu me dis ça dans le mariage, tu veux quoi? C'est dans quel but? Tu t'es déjà marié. What do you want again? Forgive. On Mais conseille. pour ceux qui ne, pour certaines personnes, elles se disent peut-être qu'elles ne sont pas malades. Il y a aussi ça, révérend, le déni. Elles se disent que tout va bien et quand elles rentrent dans le mariage, une situation semblable à ce qui s'est passé dans l'enfance C'est faux. arrive. C'est faux. Moi je dis c'est faux. Je dis encore ça. C'est un mensonge. Elle sait. Tu sais ce qui ne va pas. Yeah. Quand c'est dans le mariage seulement que le problème n'a pas arrivé. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Et sérieux. Tu peux pas. Tu es une sorcière ou tu es un sorcier. Oui. Qui s'ignore. Un sorcier Parce qui que s'ignore. il y a des situations qui vont t'emmener. Mais écoute, lorsque vous êtes amis ou lorsque vous êtes bien aimé, il y a des situations qui vont t'amener à être triste. Et dans la tristesse, ça va ressortir. Ça peut ton état de tristesse peut ressortir. Effectivement. Quel est l'état ou quelle est la chose qui va faire ressortir cette émotion-là dans le mariage que vous n'ayez pas vécu étant bien aimé? Par contre, il fait un viol. Mais là, comme vous devez concevoir le mariage. par exemple, Si c'est un viol, dis à ton bien-aimé, celui avec lequel tu vas te marier ou à lui, tu vois, ou bien celle, parce qu'il y a des garçons aussi qu'on a violés qui ont peur des femmes. Si on t'a violé et que tu dis que oh, moi m'a violé, on se mangeait la phobie. C'est ça, la phobie. Voilà, j'ai une certaine peur. Voilà. Là, quand une fille me touche, genre, je réagis peut-être. Est-ce que vous voyez un peu? Je deviens un peu. Yeah. Ou bien par exemple, au moins là, celui qui vous suit ou celui qui vous suivra doit prendre en compte et doit dire à ton conjoint que celle-là, elle a été violée. Donc, nous voulons encore vous dire merci vraiment pour cet temps. Merci de nous avoir édifiés. Et je voudrais simplement savoir, révérend, que pouvez-vous dire à ces personnes qui nous ont regardés ou qui sont en train de nous regarder en ce qui concerne l'importance, un conseil final, l'importance de réaliser ces examens. Ok, le conseil que je veux donner à tout le monde, à toutes les personnes qui ne sont pas encore mariées, c'est de réellement être lucide. Le mariage, c'est un voyage aller et c'est un aller sain. On ne se marie pas au divorcé. Ok. D'où l'importance de faire vos examens d'électrophorèse, de sérologie, d'épilepsie, de diabète et d'hypertension. Ok. Il est important de savoir nos statuts sérologiques et sanitaires, ok, avant de s'engager dans une quelconque relation qui va nous emmener au mariage. Ok. Et nous rappelons également, ici nous parlons des relations saines, ok, dans le cadre religieux, sinon un cadre chrétien. Ok. Un cadre voulu par le Seigneur. Ok. Donc c'est le conseil que je veux donner à toutes mes sœurs et à tous mes frères qui nous écoutent, de vraiment faire, ne banaliser aucun examen. Faites tous ces examens avant le mariage et vous verrez par la grâce de Dieu que ça va être un bonheur pour votre mariage. Okay. Il y a d'autres problèmes qui minent le mariage, mais ce problème-là, vous-même déjà, vous pouvez l'éradiquer en faisant ce dont j'ai fait allusion au préalable. Wow. Merci révérend. Que Dieu vous bénisse. Merci Bernante, merci à la grâce au fait également. Et on se dit à la prochaine. Merci à vous qui nous avez regardés. Bye.